Mercredi 12 mars 2025, le romancier Pascal Quignard, auteur entre autres de Villa Amalia, Le salon de Württemberg, Dans ce jardin qu'on aimait, et de deux ensembles mêlant fiction et réflexion, Petit traité et Dernier royaume, était invité à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la publication chez Albin Michel de son dernier roman, Trésor caché. Merci à vous d'être là ce soir. Il y a eu un moment, en début d'après-midi, on a eu un orage, mais même après un orage, le ciel est devenu tout noir. On se serait cru à Naples, dans Trésor caché, juste avant l'effondrement de la maison. Moi, je suis très très heureux de vous avoir ce soir. Donc merci, un grand merci d'être là, parce que cette année, on fête les 50 ans d'existence de la librairie. Ouais. Et peu ou prou, vous publiez depuis à peu près autant. Et voilà. Je suis venu ici en 1986. Et après, je suis revenu après. Donc ça fait quand même... Vous êtes un grand compagnon de la librairie. Et de Christian Torel. Un grand compagnon de nos étagères à la librairie, des vôtres aussi, la preuve... voilà. Alors en essayant je me suis dit au début, comment faire pour vous présenter. J'avais noté qu'il y a... Alors, pile... Trésor caché, c'est le 81e livre de votre bibliographie. Donc c'est votre dernier roman. On compte alors des romans, des contes, des essais, des traités. Vous avez une œuvre immense, incroyablement diverse et plurielle, très protéiforme. Attendez, parce que là je suis un peu... Voilà. Et si, c'est ça. Et vous êtes... c'est ça aussi, c'est pour ça que... Moi, j'aime vos livres, c'est parce que vous n'êtes jamais là où on vous attend. Alors, il y a des choses des grands thèmes qui irriguent votre œuvre. On va en discuter parce que Trésor caché, c'est aussi ça. J'ai l'impression que les livres viennent s'empiler les uns sur les autres et ils sont tous la somme des livres précédents, ou en tout cas, ils en sont l'écho. Mais voilà, la diversité de votre travail. En fait, c'était ça que j'avais envie de vous poser comme première question avant d'entrer vraiment dans le livre. C'est le matin, quand vous vous mettez à la table de travail, comment vous savez que vous allez écrire une partie de Trésor caché ou un traité ou un conte parce que ça, vous le savez, l'œuvre, elle est aussi irriguée par des lectures, ça on en parlera plus tard, et puis il y a des grandes périodes comme ça. Il y a la grande période baroque, il y a l'Antiquité grecque et romaine qui vous habite. Il y a des romans comme Trésor caché, qui est un roman dont la matière est contemporaine. Voilà. Comment on sait le matin, quand on se lève, qu'on va écrire un bout de Trésor caché ou de... Non, on ne sait pas très bien. Oui, non, mais j'aime bien votre question. Cela dit, j'ai pas de table. J'ai jamais travaillé sur une table. Mais non, je travaille dans mon lit le matin très tôt. Mais en fait, à l'origine de tout, c'est pour ça peut-être que j'ai beaucoup écrit, parce que à l'origine de tout, vers 11, 12, 13 ans, j'ai vu que c'était très 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 bien vu de lire. Et c'est vrai que c'est très bien vu de lire et d'acheter des livres dans ma famille, et pour me préserver de mes frères et sœurs et des miens, j'ai découvert qu'il suffisait de se mettre à l'écart, se blottir à l'écart dans un coin avec un livre, qu'on le lise ou pas, mais qu'on était respecté. On vous laissait dans votre silence, on vous laissait dans... et c'est ça, finalement, le cœur de ce qui m'a fait. Et année après année, j'ai lu, j'ai rêvé en lisant. Parce que lire, c'est aussi, comment dire, imaginer sa vie, tester sa vie, découvrir des expériences qu'on n'a pas soi-même vécues. C'est très enrichissant, c'est très merveilleux. Mais ça permet aussi, comment dire, de cesser de lire, de penser à sa vie, de rêver.
Et puis de découvrir que dans les livres qu'on lit, il y a des livres qui manquent. Et alors, on écrit des livres qui manquent. Mais vous voyez comment cette rivière se forme. Donc, si votre vie, ma vie est très belle, mais et ma vie, tous les matins, sans exception, sans vacances, je suis comme ça, à l'écart, respecté dans mon écart par les proches, et vers 10h, 10h30 du matin, ma vie est terminée, ma solitude, mon travail, je sais pas, qu'il soit lecture ou bien rêverie ou bien écriture, donc je ne me pose pas la question, est-ce que je vais lire ou écrire ou ne pas, ça vient comme ça vient avec en effet, je ne crois pas qu'il y ait de littérature qui ne soit précédée de livres. On écrit des livres parce qu'on lit des livres, je pense. Voilà comment les choses se font. Elles se font insensiblement et perpétuellement. Mais du coup, c'est des flots on va pas s'éterniser dessus, mais c'est je veux dire, quand vous entreprenez Trésor caché, ça, il s'écrit dans la continuité, c'est un flot qui grossit, qui se construit en même temps, ou vous écrivez d'autres choses, parce qu'il y a le Dernier Royaume aussi, qui est cette œuvre immense qui court déjà depuis 12 ou 13 volumes et qui va continuer jusqu'à la fin. Est-ce que il y a des choses qui viennent s'interrompre pour trouver place dans les Derniers Royaumes ou... Non, à vrai dire, non. Comment vous dire? Je n'écris qu'une fois à la fois, qu'un livre à la fois. Je ne peux pas être infidèle à ce que j'écris. C'est une idée qui me vient. C'est rarement des romans, mais j'en ai écrit en effet quelques-uns. Mais parce il faut plus de temps pour se repeupler de personnages de romans, d'avoir envie d'écrire un roman, que d'essayer de... Dernier Royaume, c'est ma vie et mes lectures, si vous voulez. Donc ça, c'est perpétuel, mais lorsque j'écris un tome de Dernier Royaume, c'est lui seul que j'écris aussi. Oui. C'est lui seul que j'écris aussi. C'est plutôt, comment dire, comment exprimer pour répondre bien à votre question. Parce que vos questions sont quand même très difficiles, il faut quand même dire la fin. Mais pour répondre bien, j'ai été organiste et j'ai vu en arrivant une musicienne qui était assise. C'est une image qui peut... Un roman, c'est un instrument et vous écrivez une sonate, vous écrivez quelque chose, une émotion. Et il vous faut une tonalité, il vous faut un lieu, il vous faut des personnages qui recherchent quelque chose de leur vie, là, dans ce roman récent, c'est la chasse au trésor, c'est chercher quelles sont les expériences, les émotions, les fleurs, les mets, les bonheurs, les voluptés, qu'est-ce qu'on préfère au monde. C'est une recherche de ce qu'on préfère au monde. Voilà, c'est un beau sujet. Enfin, pour moi, c'est un beau sujet de conte et de roman. Ça, c'est ça. Donc, c'est un instrument et une tonalité. Ça peut être un violoncelle, ça peut être une viole de gamme, ça peut être un piano. Bon. Et Dernier Royaume, c'est très simple. À l'origine, je suis une famille d'organistes et j'ai été organiste en 1967, en 1968, j'étais organiste à Ancenis, dans une ville sur le bord de la Loire. Et là, si vous voulez, vous avez un instrument où tout fonctionne, même les pieds. Hein, c'est un instrument merveilleux comme l'écrivain, dans la mesure où l'organiste est le seul instrumentiste qui ne soit pas visible par ceux qui l'écoutent. Et c'est très important d'être comme ça, absorbé, bu par la muraille, ne pas être en exposition à l'égard de sa propre création. Et alors, qu'est-ce que c'est comme instrument? C'est un instrument qui a 1000 jeux possibles. Et vous avez comme ça, sur le buffet de l'orgue, plein de tirettes, plein de petits boutons de faïence. Et vous sortez une flûte ici, un chant d'oiseau là, des trompettes si vous voulez. Et voilà, Dernier Royaume, c'est l'orgue. Vous voyez, voilà l'explication, si je peux... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est là où vous apparaissez derrière des références, derrière les lectures, beaucoup plus que... Vous êtes moins...
enfin en même temps plus mis à nu, mais en même temps différemment de la sonate qui sera le trésor caché. Parce qu'il y a moins de personnages. Non, alors là, faut que je fais. Oui, dans un roman, il y a des personnages, mais c'est comme un rêve qu'on fait. Tandis que lorsque, dans Dernier Royaume, dans les essais, dans les traités, là, on peut écrire mieux, on est en position, comment dire, de conscience, si vous voulez. On sait ce qu'on fait, on fait des contrastes, on développe un monde avec des citations, des étymologies, des contes, on réfléchit sur des mots, sur des émotions, ça n'est pas de la philosophie, mais c'est quand même de la réflexion, vous voyez. Ça pense, c'est quand même quelque chose qui pense dans la tête. Tandis que dans le roman, ça rêve. Ça pense pas, ça rêve. Et celui qui, là, c'est plus proche de l'inconscient. Il y a quand même des... Il y a quand même des moments où ça s'accélère, où ça se densifie, et il y a il y a des éclats qui sont des moments de pure pensée, enfin, dans Trésor caché comme dans les autres romans. Moi, j'en sors plein des phrases où j'en ai quelques-unes dans mes pages qui vont venir, mais il y a des moments comme ça où ça s'accélère. Ouais, alors, il y a quelque chose aussi qui est neuf dans Trésor caché, je crois vraiment neuf, c'est vous passez de la première à la troisième, enfin de la troisième personne à la première personne. C'est-à-dire il y a des incursions de Louise et plus rarement de Luigi qui viennent. Voilà, ça c'est une nouveauté. Ah, je suis très heureux. Qui m'a beaucoup plu. Ouais. Ah, tant mieux en plus. Ouais. Tant mieux. Mais en effet, c'est une nouveauté et je suis content que vous parliez de cela. Et on n'est pas beaucoup de romanciers à le faire. C'est après avoir lu un romancier japonais qui s'appelle Akutagawa et qui s'est suicidé malheureusement très très vite, je lui ai repris cette technique très déroutante au début et qui en fait est extrêmement facile à suivre. Et en fait, ça veut dire quelque chose, en effet, même par rapport à l'inconscient, par rapport au monde du roman. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous pouvons, chacun de vous, si vous réfléchissez, il y a des choses qu'on peut dire à la première personne. Il y a des choses qu'on peut dire à l'autre, comme en analyse ou comme en confession, comme à la deuxième personne. Il y a des choses qui, comment dire, demandent un retrait, c'est la troisième personne. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Et en fait, un bon roman prend tous les points de vue d'une seule personne. Ça me permet, dans ce cas-là, pour les deux amoureux du livre, pour Louise et Luigi, de leur donner leur visage selon les personnes. Mais il est vrai que nous-mêmes, nous avons appris à parler. Donc nous avons appris des personnes grammaticales, donc, on en use. Mais profondément, avant de parler, avant d'apprendre à parler, nous sommes des petits corps qui sentent, et qui sentent sans personne grammaticale. Et le trésor, pour chercher le trésor caché de chacun d'entre nous, c'est pas la langue que nous avons acquise, c'est notre corps. Et c'est donc cette possibilité de faire miroiter les personnes grammaticales pour révéler quelque chose de plus ancien que les personnes grammaticales acquises, c'est un bonheur, je trouve. Vous voyez, ça oui. Ouais. D'autant plus que je pense que Louise, dans ce qui est à l'œuvre dans le trésor caché, et dans le personnage de Louise, c'est un pas vers le silence. Vers la sensation, surtout. Oui. Le trésor caché, c'est de sentir le monde, en effet, silencieusement. Là, vous avez raison, silencieusement, mais c'est pas le silence pour le silence, c'est pas un silence grandiloquent, c'est le silence de la nature, c'est le silence des oiseaux, c'est le silence de la rivière, c'est le silence du jardin, c'est le silence des... Je crois. Ouais. Alors, qu'est-ce que... On va rentrer vraiment dans le trésor caché.
juste pour ceux qui n'auraient pas lu le roman, Louise, au début de l'histoire, enterre son chat. Elle en est bien malheureuse, et dans le trou qu'elle va creuser pour l'ensevelir, elle va y trouver une petite boîte dans laquelle il y a quelques bagues, quelques louis d'or, un petit lingot qui va lui permettre de rajouter un peu de beurre dans ses épinards, et surtout lui permettre de lui donner, alors qu'elle se retrouve seule dans sa vie, sur le bord de l'Yonne, à Sens, où elle vit. Elle va se permettre de se faire des voyages. Et à Naples, sur la petite île d'Ischia en face de Naples, elle va rencontrer Luigi, avec qui elle va avoir quelques instants de bonheur. On va arrêter on va pas déflorer toute l'histoire. Pour l'instant, on a besoin de savoir ça. Mais quand même, je reviens à cette histoire de tout à l'heure sur... vous avez écrit des romans avec une matière antique, matière baroque, on va dire, et puis très contemporaine. On pense aux solidarités mystérieuses, on pense à Villa Amalia, qui se passe aussi en grande partie à Naples. Est-ce que vous avez su dès le début est-ce que c'est le personnage qui vient en premier? Est-ce que est-ce que vous avez su dès le début qu'on serait dans l'aujourd'hui à Naples? Voilà, comment est-ce que ça se fabrique petit à petit dans l'idée du roman au départ? Si après vous non, mais c'est pas ça. Non, je ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que répondre à cette question, et c'est embarrassant parce que j'ai l'impression que je vais mentir. Parce qu'en effet, c'est très confus au début, un roman. C'est un paysage quand même, je crois. C'est un paysage, c'est une saison, un paysage. Là, visiblement, c'est un paysage d'hiver qui commence, où le printemps commence. C'est exactement notre saison actuelle. En ce moment, il y a des matins dans le froid où les merles ne chantent pas encore. Et puis il y a des matins où ils commencent à chanter. Et c'est merveilleux, où on voit un petit peu les fleurs pousser, les jonquilles. Mais là, vous êtes à Toulouse. Non, mais là, je parle de Lyon. Non. Vous avez beaucoup plus d'avance sur ce que je raconte. Il y a presque déjà des fruits à Toulouse, j'imagine. Non. S'il y a de la grêle, il ne peut pas y avoir beaucoup de fruits. Non. Mais ce que je veux dire, prenez-le bien, c'est que le créateur ne tient pas à savoir ce qui se passe quand il crée. Et là, vous me posez une question, je comprends que vous la posiez, mais si je réponds, comme le font souvent les écrivains, si j'ai voulu faire ceci, j'ai voulu faire cela, c'est un peu des menteurs, je crois, parce que... Moi, ça me va bien, c'est pas grave si vous racontez des mensonges. D'accord. Alors, on va rester sur Naples, parce que, en fait, je crois au fond, c'est ça qui me fascine quand on prend un de vos livres. Quand je disais tout à l'heure que vous n'étiez pas là où on vous attend, en même temps, vous y êtes aussi tout le temps là où on sait que vous êtes. Vous voyez, si vous suivez c'était. Et alors, je me suis fait cette remarque. En fait, les livres de Pascal Quignard, c'est comme la ville de Rome. On a 2000 ans, à Rome, on a 2000 ans d'histoire en permanence. C'est-à-dire, on tourne la tête, on a une église baroque, on la tourne, on a des colonnades antiques, et puis sinon, on a quelque chose qui a été construit à l'époque mussolinienne, voilà. Et tout ça en permanence dans toute la ville. Et j'ai l'impression que chez vous, c'est pareil. On a aussi comme ça tout le temps et moi, j'ai été incroyablement satisfait et heureux de retrouver Naples, le Naples qu'on avait laissé presque avec Villa Amalia, avec le personnage de Villa Amalia. Alors, moi, je me dis que c'est ça qui est important, c'est ça qui est primordial, c'est ce sens de la topographie, de se dire que, voilà, là, on va, dans le trésor caché, on va retrouver Naples et les îles, avec toujours de la nouveauté. Là, et les petits chats, c'est vachement nouveau. Mais on va retrouver Dinard, on retrouve Lyon aussi, qui sont quand même ailleurs, et puis ailleurs sous d'autres formes, mais en même temps déjà là. Mais c'est très bien, cette image que vous prenez
est très bien, et c'est d'autant mieux que chacune de nos vies est faite de ces sédiments extraordinaires qui montent extrêmement loin et qui se mêlent sans cesse, c'est un peu comme les grandes marées d'équinoxe, si vous voulez, où à un moment, comment dire, la mer se retire très loin, très très loin. Elle fait revenir des choses, elle dénude des choses qu'on n'avait pas soupçonnées jusque-là, des rochers, des algues, des tourteaux, je ne sais quoi, des roches. Dans chacun des romans, pour moi, j'ajoute donc quelque chose à ce que vous venez de dire, c'est que là, pour la première fois, mais parce que lorsqu'on vieillit, le plus ancien revient de plus en plus, pour la première fois, l'Eure et le village de mon enfance, Verneuil, où je suis né, et ces choses-là sont revenues pour la première fois. Donc, vous voyez, la grande marée est allée encore un peu plus loin, mais en effet, une nouvelle baie de Naples, des nouvelles îles merveilleuses. Il faut dire que Naples m'obsède, parce que les anciens en ont fait le lieu du paradis et de l'enfer. Que le même lieu soit avec une odeur de soufre, avec la grotte de la Sibylle, où Énée descend, où Ulysse descend lui aussi, rejoindre, sa mère qui se refuse à lui, et que soit en même temps le lieu où les Romains, c'était le lieu de délices, le lieu des jardins, le lieu où Cicéron, où les empereurs, où l'empereur Claude, l'empereur Auguste a racheté d'ailleurs l'île de Capri alors qu'il possédait l'île d'Ischia. Enfin, que ça soit, c'est très peu chrétien, c'est très beau ce mélange complet de l'enfer et du paradis. Voilà, ça me fascine. Alors moi mais vous allez me... Oui, mais vous allez me dire, parce que moi j'y ai vu et je me suis dit que cette histoire de Louis, c'était l'histoire d'une métamorphose, que c'est une femme qui va accéder à une complétude à la fin de l'histoire, et voilà, elle est incomplète au début, et la rencontre avec Luigi, tout ce qui va se passer, la disparition de Luigi, puis sont à chaque fois une étape une étape d'une métamorphose, et qui la rend pleine et entière à la fin. Et je m'étais dit qu'il y avait que, en même temps, je sais pas si Ovide dans les Métamorphoses, c'est ou si on peut relier ça. Mais pour moi, c'est voilà, avec tout ce que je ne sais pas. Mais tout, enfin, comment on pouvait relier Naples avec cette idée de la métamorphose? Parce que, enfin, si, c'est parce que dans le deuxième tiers, Dinard, c'est le lieu de la reconstruction. C'est là où elle va construire une maison, vendre une maison, en construire une, et ensuite, après le retour à Sens, c'est là où on stabilise les choses, et où, mais bon, c'est l'histoire de la barque, ça viendra après, si vous voulez bien. Mais Naples est le lieu de la métamorphose, il m'a semblé. Vous avez forcément raison, je réfléchis parce que c'est difficile, vos questions sont... Mais il est vrai que le livre que j'aurais le plus relu, ce sont les Métamorphoses d'Ovide. Je trouve que c'est le livre le plus littéraire qui ait jamais été écrit. Le fait, comment dire, tellement anti-darwinien, anti-fasciste, si j'ose dire, qui fait que l'homme est incomplet, selon Ovide, et que personne ne peut parler entièrement de lui, ou lui organiser un destin, parce qu'il va muter. Il est sans cesse insuffisant et incomplet. Alors vous dites que le personnage, ça me fait très plaisir, mais est-ce que c'est vrai? Vous dites que le personnage de Louise, à la fin, se complète. Moi, j'avais l'impression que c'est une métamorphose dans laquelle une sorte d'ascèse, elle se purifie. Mais peut-être avez-vous raison, il y a quelque chose qui se complète, mais alors elle se complète dans la nature, dans ce cas.
C'est la nature qui la compléterait. C'est parfait, mais vous me faites une transition extraordinaire. J'ai fait tous mes efforts pour ça. Écoutez, parce que au début, Luigi dit quelque chose qui m'a... En même temps, c'est cet art que vous avez en même temps d'être dans une antithèse permanente. Voilà, Luigi dit, cela fait 20 ans que je ressens ce monde. Alors, il est à Naples, il est sur l'île d'Ischia. Cela fait 20 ans que je ressens ce monde. Ce qui est beau, je vais vous dire, c'est que les saisons se ressemblent tellement alors que rien ne se ressemble jamais. Et ce paradoxe-là, je trouve, c'est extraordinaire. Et vous voyez ce que je vous disais, en fait, c'est là qu'elle est... Louise, c'est ça qu'elle va apprendre. C'est que le renouvellement des choses, ça se fait, mais pas forcément dans la ressemblance. Parce qu'elle n'est plus la même. Je tiens toujours à mon histoire de métamorphose. Une fois qu'on s'est métamorphosé, on n'est plus le même. Mais écoutez, oui et non. Parce que vous prenez la métamorphose précisément, on a commencé à parler des jardins. Les jardins sont merveilleux parce qu'ils sont fidèles. Et que leur métamorphose, bien sûr, chaque jardin, c'est le même et pas le même. Mais le cycle des saisons fait qu'il... Vous savez, pour les individus carencés, il y a des très beaux livres de psychanalyse là-dessus. Les jardins sont les meilleurs guérisseurs pour ceux qui ne savent pas très bien lire dans le visage de ceux qui les éduquent, ce qu'ils pensent, pourquoi sont-ils agressifs soudain, pourquoi sont-ils gentils tout à coup, pour tous les êtres un peu perdus et qui ont tendance à se réserver par rapport au monde humain. Il y a dans les jardins quelque chose qui les récompense parce que, quoi qu'il arrive, année après année, il y a quelque chose là qui revient et qui reste fidèle. Je me souviens, là, je déborde, mais je me souviens d'avoir lu un très beau texte sur les camps de concentration, qui était quand même le lieu du pire, et dans lequel ceux qui revenaient disaient qu'il y avait quand même une chose qui était belle dans les camps de concentration, c'était les saisons, parce que ça revenait, quelque chose allait revenir, que c'était pas perdu, quelque chose reviendrait. Et il y a ça, donc il y a donc une métamorphose, vous voyez, c'est compliqué. Il y a une métamorphose, une vraie métamorphose, parce que je sais que les jardins, c'est une vraie métamorphose. Mais oui, peut-être ça se complète à force de l'avoir éprouvé, à force d'avoir arrosé les jardins, d'avoir pris soin des massifs, d'avoir sculpté un peu les arbres, d'avoir préparé pour les oiseaux, toutes les choses, d'avoir rangé quand il y a de la grêle les camélias, ça c'est pour faire un petit peu attention. Bon, il y a quelque chose, comment dire, qui s'enrichit au fur et à mesure qu'on connaît les saisons et qu'on connaît le nom des fleurs et qu'on connaît ce qu'il faut faire avec les limaces ou avec les escargots, il y a quelque chose qui devient en effet plus... Et ben voilà, un jardin devient en effet un peu le paradis. Il y a peut-être des choses qui sont valables pour la nature, mais pas pour les humains. Parce que peut-être qu'effectivement, c'est parce que Louise et Luigi sont des humains, qu'eux vont se renouvellent mais sans se ressembler. Non, ce qui m'intéressait, c'était je vais vous dire, en fait, là où je veux aller, c'est parce que en plus de la nature, il y a cette présence l'autre présence, grande présence animale, en plus de Louise et Luigi, c'est celle des chats. Et eux, les chats, ils sont dans une... eux ne changent pas. Les chats. Ce sont des éléments intangibles du roman. Quand les humains s'en vont, les chats ils restent, ils ne bougent pas ils ne bougent pas de la maison qui a pris l'orage et qui est à moitié détruite. Ils attendent que l'humain revienne. Il y a même tout un passage à la fin, comment je pourrais le retrouver, où vous dites que si, c'est quand elle revient à Sens dans l'Yonne, elle fait du grand ménage, et il y a les chats qui, eux, aussi se lavent, mais vous dites, eux, ils bougent pas. Ils restent égaux. Ils restent eux-mêmes, vous voulez dire. Ouais. Ils restent eux-mêmes, mais ils bougent, ils vieillissent, les chats.
c'est très, comment dire, dans ce qui est vrai, dans ce que vous dites, ce qui est très très vrai, c'est que plus que nous-mêmes, plus que les hommes, les chats sont des sédentaires. Et ce sont des gens qui éprouvent, des personnes qui éprouvent mieux les lieux que nous-mêmes. Ils montent sur les toits d'ailleurs, ils montent dans les arbres, ils savent très très bien se faufiler dans le zinc des gouttières. Il y a dans les chats une façon d'épouser le lieu qui est d'une intensité avec laquelle nous ne pouvons pas rivaliser. Mais oui, ils ont une liberté aussi. Je ne sais pas, je comprends ce que vous dites, mais j'arrive pas à le formuler. Alors, on va passer, dans ce même passage-là où Louise nettoie tout, elle passe flacon, bouteille renflée, ciselée, carafe, lunettes de soleil, jumelles de théâtre, éventail, quoi de plus beau qu'une éponge, un seau, un peu de lessive, l'odeur prononcée, pour ainsi dire déjà propre de l'eau de Javel pour nettoyer les parois des murs, les planches des bibliothèques, humides, brillantes tout à coup. Quelle merveille, une bibliothèque vide. Mince alors. C'est lugubre ce livre que vous lisez. Non, c'est un grand nettoyage. Dans ce cas-là, c'est vrai que parce qu'on peut la remplir. C'est quelle merveille qu'une bibliothèque. Mais là, vous passez juste un moment de métamorphose, parce qu'il faut bien parfois faire des grands nettoyages chez soi. Et c'est une. Mais les chats, ils le font en permanence. Le grand nettoyage chez les chats, c'est pas. Ils aiment bien leur désordre aussi. C'est pas des grands. Ils se nettoient eux. Ouais. Non, les chats m'impressionnent beaucoup. Ils m'ont appris beaucoup de choses, mais pas le nettoyage. Non. Mais la liberté, oui, la liberté, ils m'ont appris. Et ce caractère aussi, comment dire, inconditionnel de l'affection. Inconditionnel. Tandis que nos amours sont souvent sous condition, mais pas les chats. Ouais, ça, c'est tout à fait. On va penser un petit peu. J'ai une autre... bibliothèque vide. Oui, qu'on va remplir. Ça, c'est Luigi qui... c'est à propos de Luigi. Le chagrin illumine étrangement le monde. Le deuil y porte son ombre, mais cette ombre souvent en souligne, en accuse, en augmente la beauté, en même temps que la détresse. L'une et l'autre appartiennent au plus insaisissable de l'âme. C'est ainsi que la mélancolie embellit le présent. Excusez-moi. Il y a une dimension mélancolique dans le livre que j'ai trouvé très prononcée aussi. Mais en même temps, je trouve qu'elle colle très bien à cette idée du trésor caché. Parce qu'elle va... c'est ça qu'on trouve aussi. Et en fait, c'était une... Ces petites phrases, c'était pour vous faire parler de ce que vous appelez le jadis. Non, mais je veux bien parler de la mélancolie aussi. Et de la mélancolie d'abord. On parlera du jadis après, si vous voulez. Mais ce que vous dites là sur la mélancolie, dont je crois d'ailleurs qu'elle possède un trésor et un trésor de bonheur, donc je veux bien parler de la mélancolie. Il y a dans le... je ne parle pas de choses comme la souffrance ou le deuil ou des choses comme ça. Je parle du chagrin. Pardon, voilà. Il y a dans le chagrin, comment dire, le souvenir que quelque chose a été heureux et qu'il a disparu. Et dans ce sens-là, le trésor caché du chagrin, c'est le bonheur. Et donc, il y a en effet une façon de lire ce que nous éprouvons dans les moments mélancoliques, dans les moments de tristesse, en repérant en eux, en fouillant en eux, quelque chose, comment dire, qui a été sublime, et qui donc il y a une promesse de bonheur dans un chagrin bien vécu. Et là, je voudrais citer un moment de la vie de Chopin que je trouve que je sais par cœur parce que j'ai toujours trouvé extrêmement émouvant. Chopin n'aimait pas beaucoup se produire en public. Et c'est Lenz,
c'est un cousin de Lenz qui d'ailleurs rapporte cette anecdote. Et il y a une princesse polonaise qui est là. Bon, c'est un petit concert privé avec un piano Pleyel, parce que Chopin ne voulait pas jouer sur un autre piano que des Pleyel qu'il faisait venir partout. Il joue, et puis la princesse se met à hurler, s'effondre dans ses robes qu'on avait autrefois avec énormément de lames d'acier, fait un boucan incroyable, etc. Le concert s'arrête. Et elle s'excuse devant tout le monde. Elle dit simplement pardon, monsieur Chopin, pardonnez-moi, je ne pensais pas qu'il puisse y avoir au monde un chagrin pareil. Et ça veut dire que l'art, la beauté et l'œuvre de Chopin, dans le cas précis, peut apporter, comment dire, un magnifique trésor caché, qui sont les œuvres de Chopin, les nocturnes de Chopin particulièrement. Vous voyez que le chagrin possède aussi son bonheur. J'aime cette idée-là, qui me paraît très vraie pour là. Et alors, vous parliez des baroques. Les baroques sont des champions de ça aussi. Vous dites ce qui s'éprouve au plus profond du corps reste dans la solitude du corps. Parce que moi, j'ai l'impression que la mélancolie, elle est très liée. Enfin, chez vous, c'est très corporel. Et Mais je crois vraiment que le seul référent, c'est le corps. Oui. On n'a pas beaucoup de choses sur lesquelles s'appuyer, je crois. Vous comme moi. Oui. Mais il faut savoir que le référent est là. Oui, c'est pas le regard de l'autre, c'est pas. Dieu sait qu'on aimerait que. Voilà, c'est pas la solution, c'est pas la. Comment dire, c'est pas les guerres ou les choses politiques ou les choses comme ça. Non, et là, les référents, faut d'abord connaître son corps. Oui. Mais moi, je me demandais si ça n'avait pas à voir quelque chose avec un rapport à l'incommunicabilité. C'est-à-dire, comme les choses sont prisonnières de notre corps, il faut les sortir de soi pour arriver à les dire. En fait, ce que je veux vous faire dire, c'est est-ce que ça a un rapport avec... Est-ce que c'est pour ça qu'on fait de la littérature ? Ou de la musique ? Si je savais pourquoi on fait de la littérature ou de la musique... Pardonnez-moi d'avoir si peu de réponses pour les questions les plus importantes, mais non, vous voyez, je ne sais absolument pas. Et je crois qu'il ne faut pas essayer de donner de but à un art, ni à notre vie d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il faille donner... ça vous déçoit le fait que je ne sache pas répondre à ça, mais je ne dirais même pas, dans ce cas-là, que Chopin aurait répondu, pour reprendre l'exemple, le but de l'art, c'est de donner du bonheur au travers du chagrin. Je ne pense même pas qu'il aurait dit ça, non. Non. Mais est-ce que ça permet de réduire une barrière avec le monde ? Moi, j'ai l'impression... Je sais pas, mais par exemple, prenez les œuvres d'art brut. Et vous voyez des gens malheureux ou pas malheureux dans des services psychiatriques ou dans des choses comme ça, qui se mettent à faire des dessins ou des peintures, des gouaches ou sous terre. Il prenait le cirage, le cirage de ses chaussures. On lui avait interdit de jouer du violon. C'était un très grand violoncelliste. Bon. Donc le psychiatre lui avait interdit, donc il a pris son cirage, il a fait d'admirables dessins. Il les cachait aussitôt. Ce que je veux dire par là, vous voyez, ça n'est pas adressé. L'art n'est pas adressé. C'est plus fort que sous terre. Il n'a plus le droit de faire du violon, il fait des peintures. Vous voyez ? Oui. Et c'est pas pour... voilà, je crois que c'est un vrai artiste sous terre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas décevant, ça. Non, mais en même temps, ça permet de... Ouais. Je veux dire, c'est une manière d'extirper de soi quelque chose qui... pour que ça ne reste pas dans le silence du corps, c'est ça. Ah, j'aime bien. Alors là, j'aime bien. C'est comme les fleurs qui sortent. C'est comme fleurir, oui. Voilà. Oui, voilà. C'est ça. Mais elles fleurissent sans dessin, elles fleurissent sans... Oui, d'accord. Oui, je comprends. Oui.
Mais Alors, ouais. non, non, mais on reste dedans, parce que je pensais aussi vous interroger sur cette question du sexe, alors, qui est dans le Trésor caché comme ailleurs, mais dans le Trésor caché, on lit, car la sexualité en nous, c'est cela, c'est l'inachèvement, c'est ce manque qui réclame à jamais ce qu'il ignorera toujours. Ça procède de la même chose, alors, en fait. Peut-être que c'est ça, c'est l'inachèvement en nous qui... Ah, très bien. Là, ça me plaît tout à fait. Là, je peux comprendre. C'est inachevable. C'est inachevable, donc c'est sans dessin. Mais en effet, il y a quelque chose là d'incomplet qui cherche merveilleusement à respecter même ce qui ne le complétera jamais. Oui. Là, je comprends ce que vous dites, tout à fait. Et là, l'art et la vie sont ainsi faites. Mais Et c'est pour ça que votre œuvre, elle est aussi physique, parce qu'elle est très physique. Mais c'est ce qu'on me dit. Mais c'est curieux parce que je vois bien avec d'autres écrivains que je connais, qui sont des amis, et qui ont des œuvres en effet très puritaines, très, très lisses, très... Mais je ne peux pas faire autrement. Il faut que tout soit... Vous voyez, vous avez commencé tout à l'heure, en commençant, le fait que je faisais un peu de tous les genres, et qu'on ne savait pas très bien où me situer. Mais c'est parce que je ne sais pas moi-même très bien m'identifier et que je ne voulais surtout pas jouer un rôle, avoir une posture, qu'on puisse dire c'est un poète, c'est un philosophe, Je ne voulais pas de posture, je ne savais pas ce que je voulais, mais je ne voulais pas être réduit à quelque chose. Je voulais conserver une sorte de liberté rétive en moi, et oui, quelque chose. Mais là, dans ce cas-là, c'est peut-être pour ça que j'aime les chats aussi. Oui. Il y a un motif qui m'a beaucoup intéressé, parce que c'est un motif qu'on retrouve ailleurs. C'est le titre d'un des derniers royaumes, c'est la barque silencieuse. Là, le trésor caché est très peuplé de barques, des barques à Naples, des barques joyeuses, des barques un peu plus silencieuses aussi sur Lyon à la fin du roman à Sens. Et j'avais écrit que le trésor caché était un roman qui était non pas hanté par la mort, mais habité par elle. Pas hanté, parce que être hanté, c'est une absence. Alors que là, le roman est vraiment peuplé par toutes ces personnes qui disparaissent. On ne va pas divulgacher en disant que Luigi n'a pas un avenir énorme dans le roman. Vous le dites, page 60. Donc, non. Non, ça c'est un... Là, c'est pas... C'est un procédé, un procédé que j'ai repris à Homère, qui est une chose magnifique. C'est lorsque Achille est mort, on le sait tout de suite, et puis après on raconte comment ça s'est passé. Et c'est assez émouvant. Je trouve ça assez émouvant de dire. On n'a pas besoin. Voilà, Luigi est mort, et je vais vous dire pourquoi. Ouais. C'est une façon de Mais vous parliez de quoi avant? Là, j'ai perdu le fil. De la manière dont le roman était, non pas hanté, mais habité, peuplé par le... Non, c'est parce que je sais pourquoi j'ai été troublé. C'est parce que spontanément, vous êtes passé de la barque à la barque de Caron et à la mort. Ouais. Mais moi, je sais que la barque, pour moi, est quelque chose que j'admire depuis toujours. J'ai toujours aimé ça, mais ça n'est pas forcément la barque funéraire, c'est pas forcément... C'est vous qui êtes passé d'un seul coup. Parce que c'est... C'est possible, mais il n'y a pas qu'elle. Voilà, il y a ça, mais il n'y a pas que... C'est l'élément liquide sur lequel on glisse, et qui vous permet, vous, d'aller d'un motif à un autre, alors dans les derniers royaumes, mais ça marche aussi dans Trésor caché. On glisse Louise, elle glisse beaucoup d'un... d'un lieu à l'autre,
Oui, non, je vous écoute, mais je ne suis pas du tout sûr que les barques, pour moi, soient des vaisseaux pour aller d'un lieu à un autre. C'est agréable d'aller, comment dire, du port de Naples jusqu'à une île. Bien sûr, les barques, c'est les canots mais non, j'aime les voir, j'aime les entendre sur le bord d'un quai. L'existence des barques sont des choses, c'est une des images que je préfère au monde. Ouais. Mais vous savez, les images qu'on aime, on ne sait pas forcément la raison pour laquelle on les aime. Et je sais que les mêmes enfants, comment dire, bien plutôt que les petites voitures ou les avions, je sais pas quoi, ou les cerfs-volants, les barques en bois qu'on m'offrait, c'était ce qu'on pouvait m'offrir de mieux. Et à la mer aussi, il y a le pouvoir. Et est-ce qu'on peut mettre en relation les barques avec les rêves, hein, ou les songes? Parce que là aussi, le livre est très Louise rêve beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments qui sont des moments nocturnes qui sont arrachés à la nuit. Est-ce qu'on peut faire un lien avec la barque? Vous en faites vraiment un véhicule. Hein. Moi, j'aime bien. Mais les rêves sont très importants et je pense que c'est une des choses qui a bouleversé l'humanité. Ça a bouleversé les animaux aussi. Les animaux, parfois, ont des cauchemars et se soulèvent et fusent dans les airs tellement ils sont terrifiés par ce qu'ils ont vu. Mais là, le lien avec la mort est très puissant. Et plus on vit, plus on se souvient de personnes très, très, très lointainement mortes et qui arrivent à l'état vivant dans vos rêves. C'est quelque chose de très impressionnant. Et là, en effet, il y a... Mais sans barque, hein, des visages, des choses qui sont une belle scène de roman et doit avoir la netteté d'un rêve comme ça. C'est pas toujours le cas, mais c'est ce qu'on cherche. Et c'est facile à écrire des rêves? Il n'y a qu'à se laisser aller? Ah non, je crois que ça... Non, ça part. Si vous écrivez un rêve que vous n'avez pas rêvé, ça ne marche pas. Non. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais. Tout de suite, on sait, oh, ça c'est un rêve bidon. Non, vous riez, mais je crois que c'est vrai. Tout de suite, on sait que... Alors, on avait dit qu'on parle, parce que le retour, on avait dit qu'on parlerait du jadis aussi. J'aimerais qu'on parle du jadis. Et alors, peut-être aussi du fait que Louise et Luigi aussi beaucoup sont typiquement des personnages qu'on retrouve chez vous de Désarçonné. Peut-être parce que... Alors, je m'étais dit que c'était pour ça que le livre il se passait dans l'époque contemporaine, parce qu'on est dans une époque désarçonnante. Dites-moi, quelle époque dans l'histoire de l'humanité n'a pas été féroce, désarçonnante, guerrière et atroce? Dites-moi. Oui. Le jadis, je reviens, parce que vos questions sont très riches, c'est pour ça que j'aimerais prendre le temps. Ça, ça explique aussi ce que vous disiez sur la Rome antique, qui avait quelque chose de... Le fait, c'est la mythologie de la physique actuelle. C'est une mythologie sans doute. Peut-être que si jamais il y a des siècles à venir, si jamais, comment dire, les tyrans permettent qu'il y ait des siècles à venir, peut-être que ce sera une autre mythologie. Mais cette mythologie du Big Bang, comme on dit, du fait, comment dire, que l'univers commence par un son, et qu'avant la lumière, avant qu'il s'étende en espace, il y ait comme ça cette explosivité qui ne cesse de commencer et qui fait que nous sommes toujours à l'instant d'un commencement. C'est ça l'idée de jadis. L'idée du jadis, c'est qu'il y a quelque chose de plus actuel que l'actuel. C'est le commencement perpétuel de l'univers. Et c'est cette idée-là, ce que j'ai écrit, y aura été constamment référé.
Donc il n'y en a, comme vous le disiez tout à l'heure sur les fleurs, il n'y a qu'un seul sortir, c'est le même sortir. Il n'y a pas de fin, il n'y a même peut-être pas d'imagination intéressante sur un autre monde, sur la mort. En fait, il n'y a que du commencement toujours. Vous savez qu'en plus, sur le Big Bang, j'entendais un scientifique dire l'autre jour, qui cherchait la question qu'on peut se poser, c'est où a eu lieu le Big Bang. En fait, il a eu lieu partout. C'est-à-dire que dans notre monde aujourd'hui, on ne peut pas dire il a eu lieu là. Il a été partout, le Big Bang. Parce que l'espace s'est déployé. Et voilà. Oui. Donc il s'est déployé, et partout, on a du Big Bang. Il reste des fragments de son de lui que l'on peut... Ça va bientôt être l'heure de faire tourner le micro, mais Faire tourner le micro, très très bien. Non, mais ouais. c'est pas. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on approchait de la musique là, avec le Big Bang. Parce avant même, c'est la même chose dans nos vies. Hein. Dans le premier monde, dans le ventre de nos mères, on n'a pas de lumière, on n'a pas de voix, on n'a pas de pulmonation, on n'a pas de respiration, mais on a l'audition des sons. Et c'est ce qui fait que la musique est l'art le plus grand. Parce qu'il a précédé la naissance. Elle a précédé la naissance. Bon, faites tourner ce que vous voulez. Attendez, avant de faire tourner de passer le micro, une dernière phrase que j'ai trouvée, mais là c'est une phrase de vie secrète. Moi, c'est une phrase qui m'habite depuis très longtemps et qui, je trouve, comme beaucoup, va bien à Louise et qui nous donne beaucoup à réfléchir dans nos temps troublés, qui sont des temps troublés. Mais la vie de chacun d'entre nous n'est pas une tentative d'aimer, elle est l'unique essai. Oui. Et oui. Parce que c'est ça qui est à l'œuvre dans Trésor caché. Oui. Il n'y a pas de... Il faut pas rater cette expérience. Il ne faut pas reculer. Non. Mais là, pardonnez-moi, je n'ai rien à dire de plus. Voilà. Ce qui est formidable, parce que ça, c'est les choses. Alors, les prénoms, ils changent en permanence. Elle ne s'appelle pas véritablement Louise. Luigi ne s'appelle pas véritablement Luigi, mais ça aussi, c'est partout, ça. Dans tous vos livres. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que les prénoms, c'est trouvé qu'à l'origine de ma vie, je n'ai pas très bien su qui était ma mère. Donc, les deux prénoms, j'ai toujours deux prénoms parce que j'ai deux identités. J'ai une gêne, un embarras là. Mais le nom de Louise, c'est essentiellement parce que c'est le pronominal, c'est Louis. Dans tous les personnages, que ce soit Luigi, que ce soit Louise, ou le Louis d'Or, tout ceci, c'est une mythologie autour de lui. C'est la troisième personne qui est là, qui ne s'échange pas, qui s'échange avec... voilà, c'est ça que j'aimais faire retentir. J'ai été étonné, pardonnez-moi, en écrivant ce roman, soudain, avec un tout petit peu de conscience de ce que je faisais. J'ai été étonné qu'en fait, c'était une résonance... je ne peux pas du tout, étant masculin, avoir le moindre... je ne peux pas usurper la présence d'une femme, mais il y a quelque chose d'extrêmement... je suis quand même plus proche de Louise que de tous les autres personnages. Ça m'a frappé, ça m'a frappé. Et sur le fait que ce sont ce sont des fils et des filles. Parce que l'intrigue fait que Luigi va perdre sa mère, Louise son père. Il y a l'histoire avec Louise et sa mère. Enfin, voilà, ils sont positionnés comme des enfants. Enfin, comme des enfants d'eux. Mais bon, je crois qu'il n'y a jamais eu de père et qu'il n'y a jamais eu de mère. Et qu'il y a toujours eu, des petites filles ou des petits garçons qui, prennent des rôles comme ça au cours de leur propre évolution. Mais lorsque qu'une mère se croit mère ou qu'un père se croit père, j'y crois pas du tout. Et j'y vois des petits garçons qui ont mal tourné. Et non, je
je pense, et souvent quand on voit la détresse de ceux qui sont dans le malheur, dans la souffrance, à n'importe quel âge, il y a une réclamation, en effet, du père ou de la mère, mais ils ne sont pas père et mère, ils sont des enfants. On sera toujours, comment dire, nous ne sommes pas faits nous-mêmes. Toujours, jamais nous ne serons faits par nous-mêmes. Donc, on reste des enfants. Bonsoir. Justement, à propos de... non pas à propos des prénoms, mais des personnages que vous inventez, quel est le sens pour vous de construire des personnages féminins dans ce roman-là, mais dans d'autres romans précédemment? C'est une question que je me pose de façon récurrente. Non pas pourquoi, hein, mais quel est le sens pour vous qui êtes un homme de rentrer ainsi dans le corps et dans la pensée d'une femme? Écoutez, c'est le roman pour moi. Je pense que je ne serais pas devenu romancier si je n'avais pas cette recherche d'une identité que je n'ai pas. Vous voyez, et j'ai toujours été extraordinairement anxieux, passionné. C'est pas pour rien, si vous voulez, que si vous voyez dans ma biographie, je me suis retrouvé avec non seulement de l'amitié, mais oui, pour des œuvres comme pour des gens comme Dominique Horry, ou pour des gens comme pour de très nombreuses femmes que j'ai pu rencontrer, ou Marguerite Duras, ou Annie Ernaux, ou Catherine Millot, toujours portées par l'interrogation qu'elles me disent le secret des femmes. C'est quelque chose qui, bien sûr, je n'ai pas trouvé une seconde, mais c'est quelque chose qui hante en effet ce que je peux écrire, bien sûr. Sans récompense. Il dit, les amants sont condamnés à vivre en dehors du monde? Non, en dehors de la société. Oui, pardon, en dehors de la société, oui. Non, pas du monde. Oui, oui. Non, non. Dans les marges. Est-ce qu'on crée des marges? Moi, j'ai l'impression... Enfin, Luigi et Louise fabriquent leur propre monde à l'intérieur. Oui, non, je peux pas... Non. Mais non, là, on peut comprendre la question. C'est-à-dire, ça explique aussi ce que je vois. La question que vous posiez sur les pronominaux. Vous vous souvenez Je, tu, il, nous, vous, il. Bon. Les amants, c'est l'invention invraisemblable du deux. À plus de deux, c'est plus un, c'est plus deux. C'est entre un et deux. Mais ce monde-là est un monde en effet très particulier, qui n'est pas très linguistique, qui est le leur, et qui est en effet asocial. Tantôt il se tutoie, tantôt il se vouvoie. Oui, c'est ça aussi. Non, là c'est parce que le personnage de Luigi se laisse confisquer par la mort de sa mère, et que là malheureusement il se détourne de celle qu'il aime, comme parfois le deuil peut l'imposer à certains d'entre nous qui se trouvent confisqués d'eux-mêmes et qui ne savent plus aimer comme les autres. Merci. J'avais une petite question sur un petit détail dans Trésor caché. Vous faites un parallèle, je crois, à 2 reprises entre les sirènes, il y a 3 sirènes, et les Saintes Maries de la Mer. Et donc, est-ce que c'est une comparaison fortuite, un peu inconsciente, sur laquelle on peut broder? Ou bien est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ces figures-là que, personnellement, moi, je n'avais jamais rapproché? Les sirènes et les Saintes Maries de la Mer. Non, je réfléchis parce que je comprends que vous posiez la question. Je ne me l'étais pas posée. Cela dit, il y a une différence que notre ami aurait pu noter, c'est que les Saintes Maries, il y a une barque. Et une barque bleue d'ailleurs, qu'on trouve, qui est merveilleuse aux Saintes Maries de la Mer.
Non, en fait, les sirènes, c'est à cause de la baie de Naples, oui, mais en tout cas, ça me plaît. Le fait que vous pensiez à ça, ça me plaît. Vous devriez fouiller la chose parce que je crois que c'est riche. J'ai pas eu le temps de le faire, mais oui. C'est riche et je crois qu'elles se sont, comment dire, elles ont été mises sur le bateau dans le port de Gaza d'ailleurs pour être expulsées et qu'elles sont retrouvées comme ça en France. Et Marie-Madeleine monte dans sa grotte, la Baume, je crois, la Baume, je ne sais pas comment on prononce. Dites, Sainte-Baume, voilà, ouais. Ouais, c'est une très belle, c'est une histoire très différente des sirènes en effet, mais c'est une très belle histoire, très belle histoire. Bonjour. Dans vos livres reviennent souvent les jardins, l'eau, les chats et la neige. Et là aussi d'ailleurs. Et je voulais savoir quel était votre rapport avec la neige, qui revient souvent aussi. Moi, il faut dire que c'était les paysages maritimes, le port du Havre détruit dans lequel j'étais, la neige n'était pas fréquente. Donc la première fois où j'ai vu la neige, ça a été pour moi cet ennoblissement, que tout devienne blanc, que le lieu là c'est une métamorphose, que tout devienne... J'ai été émerveillé, je reste un écrivain émerveillé par la neige. C'est assez injuste parce que le brouillard, ça doit être très beau, la pluie énorme, la grêle incroyable. Mais non, c'est la neige, c'est la neige. Mais un monde enneigé est un monde beaucoup plus silencieux. Oui. C'est vrai qu'il y a... C'est des belles métamorphoses. Bon, la nuit, quand la nuit tombe, la nature aussi se fait plus silencieuse. Et quand la neige tombe, on entend le silence qui nous indique que la neige est tombée. Ouais. Et on ouvre les volets. Oh, c'est une très belle fin. Oui, c'est pas mal. En tout cas, le livre est là, parce qu'elle vous attend pour des dédicaces si vous le souhaitez. Merci énormément. Merci à vous. Vous venez d'écouter Pascal Quignard à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 12 mars 2025, autour de la parution de son roman Trésor caché aux éditions Albin Michel, lors d'une rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Když mě máš tak rád, můžeš mě třeba stole obývat.
mohlo snad chřadnout a čas